La découverte d'une vidéo de surveillance liée à une personne disparue redonne espoir à ses proches, car ces derniers déplacements peuvent ainsi être identifiés. Mais dans certains cas, même les images les plus claires de ce type ne permettent pas de résoudre l'affaire, et l'endroit où se trouve la personne disparue reste inconnu. Numéro 10. Des images de vidéosurveillance ont été diffusées montrant les derniers déplacements connus de Luc Durban, âgé de 19 ans, après sa disparition soudaine lors d'une soirée avec des amis. Mais personne ne l'a vu depuis cette nuit-là, et son sort reste un mystère. En 2006, Luc Durbin vivait à Halsley, en Angleterre, mais il s'était rendu à Ipswich pour passer du temps avec ses amis. Selon les rapports, la zone était à l'époque connue pour la présence de dealers de substances illégales et de travailleuses du sexe à presque chaque coin de rue, la nuit. Et donc les personnes qui s'y trouvaient devaient y rester vigilantes. Luc Durbin a fait sa scolarité à Woodbridge, fréquentant Farlingay High School. Et par la suite, il a commencé à étudier la technologie musicale à Colchester Institute. Mais après 12 mois de trajet quotidien vers l'institut, il a décidé que cela n'en valait plus la peine et il a donc abandonné. Selon sa famille, c'est alors que sa vie a pris un tournant remarquable. Il s'est mêlé à la drogue, mais a réussi à garder son emploi de primeur. Il a acheté une moto et semblait heureux de ses choix. Le jour de sa disparition, Luc a terminé son service à Alderbury, puis il s'est rendu chez son ami Alex à Woodbridge, où il a laissé son casque de moto, son sac à dos, son téléphone portable et d'autres affaires, car lui et Alex sortaient ce soir-là avec un troisième ami nommé Zach. Ils sont ensuite allés en boîte, mais Luc est rentré plus tôt. Séparé de ses amis, il a pris le train pour rentrer chez lui. Il a été vu à la gare d'Ipswich entre 2h30 et 3h00 du matin. Mais il n'avait pas d'argent liquide sur lui et il a décidé de trouver un autre moyen de rentrer chez lui. Il s'est rendu au siège de la compagnie de taxi Hawk Express, où on lui a refusé une course puisqu'il ne pouvait pas payer son trajet. L'un des employés de l'entreprise lui a proposé de lui prêter un téléphone portable pour qu'il puisse appeler quelqu'un. Mais de façon inexplicable, Luc a refusé. La dernière image de Luc le montre marchant dans la rue Dogshead Street vers une gare routière. Ce qui s'est passé après cela reste inconnu car il n'a jamais été revu, malgré le fait que 3 personnes aient signalé avoir vu Luc à Woodbridge le lendemain. Tous connaissaient Luc et ont dit l'avoir vu dans une voiture blanche avec 2 hommes inconnus. Il a ensuite été établi que sa disparition était probablement liée à son implication dans des affaires de stupéfiants, bien que cela reste non prouvé. Il a également été rapporté qu'une Volvo avec de fausses plaques d'immatriculation a été vue circulant dans la région cette nuit-là. La police n'est pas sûre que ce soit lié à l'affaire de Luc. Toute personne disposant d'informations supplémentaires pouvant permettre de retrouver Luc doit contacter l'équipe conjointe de réexamen des crimes majeurs et des affaires non résolues du Norfolk et du Suffolk en composant le 0195 342 3819. Numéro 9. La matinée du 12 février 2016 a commencé comme n'importe quelle autre pour Fatima Mohamed Ali, âgée de 52 ans, et son mari Mohamed. Tôt le matin, elle l'a réveillé et préparé son petit déjeuner comme d'habitude. Mohamed a quitté la maison de New Haven, en Angleterre, à 7h30 pour aller travailler. Mais il se souvient avoir embrassé Fatima avant de partir. Avant de partir, il a proposé de faire quelques courses après son service, mais Fatima a suggéré qu'ils y aillent ensemble le lendemain. Il est monté dans sa voiture et parti travailler, ignorant que c'était la dernière fois qu'il verrait sa femme. Le mystère débuta 15 minutes plus tard lorsque Fatima quitta soudainement la maison à pied, ce qui était très inhabituel. Les images de vidéosurveillance obtenues par la police la montraient marchant d'un pas rapide, mais elle n'avait dit à personne qu'elle sortait ni quels étaient ses plans ce jour-là. Mohamed a appelé la police quand il a constaté sa disparition. Il a affirmé qu'ils avaient un mariage heureux et ne voyait pas pourquoi Fatima serait partie volontairement. Ce jour-là, avant de rentrer chez lui, il s'était arrêté au bureau de poste pour récupérer le bijou acheté pour Fatima à la Saint-Valentin. Mais lorsqu'il est rentré chez lui, la maison était étrangement silencieuse et elle était introuvable. En voyant ses clés de voiture sur la table du salon, il s'est inquiété car Fatima conduisait toujours pour ses déplacements. Lui et ses 3 enfants adultes ont appelé son salon préféré, mais personne ne l'avait vu. Mohamed a appelé son portable et a été très inquiet en l'entendant sonner à l'étage. Il a trouvé le téléphone sur son lit et vu qu'elle avait laissé son alliance et sa bague de fiançailles sur la coiffeuse. Plusieurs recherches ont été menées dans les environs de la maison du couple dans les jours qui ont suivi, mais aucune trace d'elle n'a été trouvée. La plage locale et les falaises ont également été fouillées en vain, et pendant les mois suivants, aucune piste n'a été trouvée. L'année d'après, un collègue de Fatima a dit l'avoir aperçue à Brighton près d'un arrêt de bus.
Des images de vidéosurveillance ont été recueillies. Mohamed et son fils, en les visionnant, ont été convaincus qu'il s'agissait d'elle, même si elle n'était filmée que de dos. Mohamed estime que la police aurait dû exploiter cette piste, car elle n'a pas consulté les images de sécurité des magasins du quartier, ni repris contact avec lui sur l'affaire. Il a également révélé que Fatima souffre de troubles obsessionnels compulsifs et qu'elle détestait se salir. Par conséquent, elle n'allait jamais à la plage et n'aurait pas marché dans des zones boisées. Elle n'aimait pas marcher sur l'herbe. Fatima portait souvent une robe indienne traditionnelle, sous un manteau beige, et était mince. La police du Sussex a promis de maintenir l'affaire Fatima ouverte et invite toute personne ayant des informations à appeler le 101 en précisant l'opération Accelerate. Numéro 8. Cela fait 18 ans que David Finlay, âgé de 68 ans, a été vu pour la dernière fois, et sa famille est désespérée de savoir ce qui lui est arrivé toutes ces années auparavant. Suite à sa disparition, ils sont devenus très inquiets car il souffrait des premiers stades de la maladie d'Alzheimer et aurait donc pu se perdre. L'affaire de David a commencé le 5 mai 2008 lorsqu'il a quitté sa maison à Glasgow, en Écosse, vers 15 h. David vivait dans le quartier de Cardonald à cette époque et les habitants le voyaient souvent se promener dans la rue car il avait l'habitude de marcher. Les jours où il partait en promenade, il se rendait généralement dans les quartiers de Paisley, Johnstone, Drumchapel ou Clydebank. Mais on ignore s'il a atteint l'un de ses endroits habituels ce jour-là, car personne dans ces quartiers ne se souvient l'avoir vu. Des recherches ont été menées le long de ses itinéraires habituels, et finalement quelques personnes se sont manifestées pour signaler qu'elles l'avaient peut-être vu. Mais malgré le suivi de ces pistes, David n'a pas pu être retrouvé. Toutes ces observations n'ont pas été confirmées, mais une séquence de vidéosurveillance montre sans aucun doute ses derniers déplacements connus. David a été vu sur Sachiol Street, à l'angle de West Nile Street, vers 18 h ce jour-là, et il ne semblait pas être en détresse. Cela ne veut pas dire qu'il comptait aller dans cette zone. Il se serait désorienté pendant sa promenade, et une fois perdu, n'aurait pas retrouvé son chemin de retour. Cela reste une théorie, mais il est fréquent qu'une personne atteinte d'Alzheimer marche dans la mauvaise direction, car elle peut facilement se désorienter. Au fil des ans, des personnes ont signalé à la police avoir aperçu David dans différentes régions. La police a déclaré que son dossier resterait sous enquête. Mais comme tant de temps s'est écoulé depuis la disparition de David, leurs investigations resteront minimes à moins qu'une piste crédible ne leur parvienne. Ils sont aussi restés en contact étroit avec sa famille, qui est à bout de nerfs car elle ignore ce qui est arrivé à David, ni où il a pu aller après avoir été vu pour la dernière fois. Sa famille décrit David comme mesurant 1,63 m de corpulence moyenne, avec des cheveux gris dégarnis et des lunettes à monture dorée. Toute personne ayant vu David ou sachant où il pourrait se trouver doit appeler le 999 pour transmettre une information ou contacter anonymement Crime Stoppers au 0 800 500 50 511. Numéro 7. Après sa disparition en juin 1990, l'inquiétude était grande quant à la sécurité de Connie Royce, âgée de 24 ans car elle semblait être en détresse lorsqu'elle a été vue pour la dernière fois. Mais malgré les efforts de toutes les personnes impliquées, elle n'a jamais été retrouvée. Pendant le week-end du Memorial Day cette année-là, elle a rencontré Greg et ils ont décidé d'avoir un rendez-vous car ils s'entendaient bien. Ils ont fixé le rendez-vous au 1er juin et Connie était enthousiaste de mieux le connaître. Ce soir-là, elle a quitté sa maison à Mount Clemens pour rejoindre Greg à Sterling Heights, comme prévu. Elle est arrivée chez lui vers 21 h et ils ont pris quelques verres avec l'un des amis de Greg, Brad. Connie, Greg et Brad ont décidé de sortir ensemble et sont allés en voiture au bar Hayloft à Mount Clemens. Le rendez-vous semblait bien se passer, mais vers 23 h, Greg s'est excusé car il devait aller aux toilettes et Connie est restée à leur table avec Brad. Selon lui, elle s'est soudainement tournée vers lui et a dit « Il faut que je sorte d'ici ». Elle a pris ses talons et est partie vite, laissant son sac sur la table, au grand étonnement de Brad. Greg s'est tourné vers la table et a été surpris d'apprendre le départ de Connie. Les deux hommes sont sortis pour la retrouver, mais elle était introuvable. Ils ont interrogé plusieurs personnes au bar et autour, mais personne n'avait vu de femme marcher pieds nus avec ses chaussures. Ils pensaient qu'elle reviendrait chercher son sac, mais ce ne fut pas le cas. Après la fermeture, les deux hommes ont attendu dehors jusqu'à 2 h du matin. Ne la voyant pas revenir, ils sont allés chez Greg. Là-bas, ils ont retrouvé sa voiture garée au même endroit. Prévenue de la disparition de Connie, la police a aussitôt lancé les recherches. Les images de vidéosurveillance prises plus tôt dans la soirée montrent les 3 personnes se dirigeant vers le bar, apparemment de bonne humeur. Plus tard dans la nuit,
Des images la montrent quittant seul le bar, manifestement ivre. Comme on pouvait s'y attendre, Greg et Brad ont d'abord été suspects, mais après avoir coopéré avec la police et donné des informations précises sur cette nuit, ils ont été innocentés. Un témoin a affirmé avoir vu Connie cette nuit-là à une cabine téléphonique en face du bar, mais cela reste incertain car personne d'autre ne l'a vu. Il a été suggéré que Connie soit montée dans une voiture avec quelqu'un et qu'il lui soit ensuite arrivé quelque chose de fâcheux. Toute personne pouvant fournir de nouveaux éléments dans l'affaire de Connie est priée de contacter le bureau des détectives du shérif du comté de Macomb au 58-630-79358. Numéro 6. James Nutley avait 25 ans lorsqu'il a soudainement disparu sans explication. Et malgré la découverte d'images de vidéosurveillance qui ont été rendues publiques, personne ne l'a revu depuis et son sort reste inconnu. James est originaire de Caldecott, dans le Monmouthshire, en Angleterre. Et au moment de sa disparition, il vivait avec ses parents. Golfeur passionné, il profitait de chaque occasion pour passer la journée sur le parcours. Il avait obtenu ce qu'il appelait son emploi de rêve, présenter des clubs de golf à des acheteurs. Sa famille pense donc qu'il n'aurait pas disparu volontairement. En octobre 2004, James devait partir pour un voyage de golf à Tenby, et sa famille se souvient plus tard qu'il était extrêmement enthousiaste à l'idée de cet événement. Le 24 octobre, il séjournait à l'hôtel Giltar, et c'est dans cette zone qu'il a été vu pour la dernière fois. Ses parents ont réalisé qu'il y avait un problème quand la tante de James les a informés qu'elle ne parvenait ni à le joindre ni à le localiser. Ses parents ont immédiatement réagi et sa mère est partie à Tenby pour le chercher. Son père a signalé sa disparition à la police et est resté chez lui au cas où James ou un autre impliqué essaierait de les contacter par téléphone fixe. Lorsqu'elle est arrivée à Tenby, la police avait déjà commencé à rechercher James, et on lui a appris que son permis de conduire avait été retrouvé pendant les recherches. Ils ont été retrouvés sur South Beach à Tenby, suscitant de vives inquiétudes. Malgré des recherches poussées sur la plage et ailleurs, aucune trace de James n'a été retrouvée. Les images de vidéosurveillance d'une zone juste à l'extérieur de l'hôtel l'ont montré marchant sur le trottoir à 23h47 dans la nuit du 24 octobre. On apprendra plus tard qu'il a visité 3 bars du quartier cette nuit-là. Mais les enquêteurs restent perplexes car, bien que tout près de son hôtel, il n'y est jamais rentré. Au début, on pensait qu'il reviendrait simplement à l'hôtel dans un jour ou deux, mais après plusieurs jours sans aucune nouvelle ni signe de James, sa famille a commencé à paniquer. Ils ont lancé un appel au public pour qu'on leur fournisse le moindre indice, mais en vain. Les recherches ont été abandonnées et les jours sont vite devenus des semaines, des mois, puis des années. Parfois, quelqu'un signalait avoir vu l'homme disparu, mais cela ne menait jamais à rien. Une fois, quelqu'un a faussement prétendu avoir tué James, mais il s'est avéré qu'il mentait. L'homme en question, Richard Fairbrass, a avoué que lui et sa petite amie avaient commis le crime. Lorsqu'il a été découvert qu'il mentait, il a été condamné à 2 ans de prison pour entrave à la justice. Les parents de James ont émis l'hypothèse qu'il pourrait être en Espagne, ayant refait sa vie, et ont réussi à continuer sans jamais connaître la vérité. Toute personne ayant de nouvelles informations sur cette affaire doit contacter l'agent de communication des personnes disparues au 116 000 pour transmettre un renseignement. Numéro 5. Les images de vidéosurveillance qui ont été diffusées dans l'affaire de la disparition d'Alexandra Harrod sont très claires et elle est facile à identifier. Cependant, elle reste introuvable depuis la dernière fois qu'elle a été vue en septembre 2025. À l'époque, Alexandra avait 47 ans et elle vivait à Seaton Cumbria, en Angleterre. On sait qu'elle a été vue par un témoin oculaire dans la région de Seaton le 30 août et un rapport indique qu'elle a été vue à Whitehaven plus tard, mais l'exactitude de cette déclaration a été remise en question. Les sources ne précisent pas qui a signalé sa disparition, mais Alexandra a été signalée disparue le 30 août et des recherches ont immédiatement été lancées. Le 19 septembre, aucun progrès n'avait été réalisé dans son affaire, car on ne parvenait pas à la retrouver. La police a finalement publié des images de vidéosurveillance montrant Alexandra entrant et parcourant des magasins à Workington et Whitehaven le 2 septembre. 3 jours s'étaient écoulés depuis qu'elle avait été signalée disparue à ce moment-là. Et son attitude sur les images suggère qu'elle n'avait aucune idée qu'elle faisait l'objet d'une enquête pour disparition. Elle semblait également complètement détendue sur les images et on la voit seule. Beaucoup pensaient qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter, mais d'autres rappelaient que son apparence détendue ne signifiait pas forcément qu'elle allait bien. Ce même jour, elle a été filmée par des caméras de vidéosurveillance dans un café de King Street à Whitehaven vers 11h fin soirée.
Encore une fois, elle ne paraissait pas en détresse en consultant le menu. Faute de traces retrouvées, la police a sollicité le public afin que toute personne l'ayant vue se manifeste. Ils ont également demandé que toute vidéo de surveillance inédite d'elle soit remise afin que ses déplacements puissent être suivis après avoir quitté le café, mais aucune de ces vidéos n'a jamais été reçue. Ils ont demandé à sa famille et à ses amis de les contacter sans préciser si quelqu'un s'est manifesté. Il faut noter qu'Alex a des liens avec plusieurs régions, dont le Devon, Durham, Dorset, Leeds et Wiltshire. Il a été suggéré qu'elle aurait simplement pu se rendre dans l'une de ces régions pour s'y installer ou rendre visite à quelqu'un qu'elle connaît. Mais puisqu'aucun signalement de sa présence dans l'une de ces régions n'a été rapporté, cela reste une simple théorie. Sur les images, elle a les cheveux courts et foncés, elle porte un pantalon de survêtement sombre, une veste sombre et elle porte un sac à dos noir sur l'épaule. La police a demandé au public de rester attentif à son téléphone portable, un Samsung J6 qu'elle avait généralement toujours avec elle. Des tentatives ont été faites pour la contacter sur ce téléphone, mais sans succès, et on ignore toujours s'il a été éteint ou si la batterie est déchargée. Toute personne ayant des informations sur l'affaire d'Alex doit appeler le 101. Numéro 4. Lorsqu'une personne disparaît, il est courant que ses proches créent une page Facebook contenant tous les détails de son affaire. Cela aide à sensibiliser le public à leur disparition et, dans certains cas, a permis de les retrouver. Dans le cas de Timothy McCall, âgé de 28 ans et originaire de Keyland dans le Stirlingshire, en Angleterre, sa femme a fermé la page Facebook qu'elle avait créée alors que son mari est porté disparu depuis plus d'1 an. Elle expliquait que cela ne faisait que rappeler à elle et à ses enfants la perte qu'ils avaient subie et que cela rendait impossible pour eux d'aller de l'avant dans leur vie. En mai 2012, Timothy était quartier-maître dans la Royal Navy et il servait à bord du HMS Westminster. Lui et ses camarades d'équipage étaient en mission de sécurité de 7 mois au Moyen-Orient, et le 26 mai, ils ont accosté à Port Rachid, à Dubaï. Le navire resterait à quai pendant les 5 jours suivants, et l'équipage a pris un peu de temps pour profiter des lieux. Le 26 mai, on sait qu'il a nagé à la mission des marins dans la ville, après quoi il s'est préparé pour une soirée avec certains de ses camarades marins. Ce soir-là, ils sont allés au Rock Bottom Café à Dara, et d'après tous les témoignages, Timothy avait trop bu. Ses compagnons diront plus tard qu'ils ont appelé un taxi, l'y ont installé et demandé au chauffeur de le ramener au navire. Mais il n'est jamais revenu au navire et personne n'a eu de ses nouvelles depuis. Des images de vidéosurveillance retrouvées plus tard montrent Timothy escorté hors du bar par la sécurité puis mis dans un taxi vers 2 heures du matin. Le retour au navire devait durer 15 minutes, mais on ignore toujours ce qui s'est passé pendant ce temps. Des témoins ont signalé l'avoir vu monter dans un autre taxi vers 3 heures du matin et qu'il retournait retrouver ses amis, mais ces témoignages n'ont jamais été confirmés. Plus tard, ses supérieurs ont signalé sa disparition et la police de Dubaï a ouvert une enquête, aidée par des agents britanniques venus sur place. Les membres d'équipage du navire ont parcouru le trajet entre le navire et le bar, mais n'ont trouvé aucune trace de lui. Des plongeurs ont fouillé les eaux, des chiens de recherche ont tenté de retrouver son odeur et des hélicoptères ont survolé la zone, mais en vain. Même les équipements de détection thermique n'ont pas permis de retrouver la moindre trace de Timothy. Et le 31 mai, le navire est parti sans lui. Le chauffeur de taxi, qui était censé déposer Timothy, a été interrogé et il a déclaré l'avoir laissé sortir du taxi à une buvette située au port. Depuis, Timothy a été officiellement déclaré décédé, bien qu'aucune preuve n'ait été trouvée qu'il ait perdu la vie. Numéro 3. Cela doit être déchirant lorsqu'un proche disparaît, et encore pire s'il disparaît soudainement dans un pays étranger où l'on était de passage. C'est ce qui est arrivé dans le cas d'Annie Asekian, âgée de 30 ans, originaire de Toronto, au Canada. En 2008, Tahani a décidé de voyager seule en Chine pour des vacances, et elle a dit à sa famille qu'elle prévoyait d'aller en Inde à un moment donné. On sait qu'elle est une grande voyageuse, et sa sœur Rosie a déclaré aux médias qu'Annie venait tout juste de rentrer d'un voyage avant de repartir une semaine plus tard. Elle est partie pour la Chine le 24 octobre cette année-là et est restée en contact avec sa famille comme d'habitude. Elle est arrivée à Hong Kong le 9 novembre après un séjour à Pékin et dans le centre de la Chine. Ici, elle a contacté sa famille pour dire qu'elle allait effectivement se rendre en Inde, car elle voulait participer à une retraite de yoga. Elle a même réservé son billet de retour pour le Canada depuis New Delhi à l'avance et devait rentrer le 15 décembre. Mais le 10 novembre, toute communication de la part d'Annie a inexplicablement cessé. Sa famille s'est inquiétée lorsqu'elle n'a pas pu la joindre et elle a décrit son absence de communication comme très inhabituelle et suspecte.
Ils ont dit avoir reçu un dernier message d'elle, souhaitant un joyeux anniversaire à sa nièce de 2 ans, puis Annie est restée silencieuse. N'ayant pas donné de nouvelles, le 1er décembre, date de l'anniversaire d'un autre membre de la famille, ils ont compris qu'il y avait un problème et elle a été déclarée disparue. Le 15 décembre, elle n'a pas embarqué sur son vol de retour et ses cartes de crédit n'ont pas été utilisées depuis le jour de son dernier message. Aucun hôpital de la région n'a enregistré son admission. Le seul indice retrouvé dans son affaire est le fait qu'elle a retiré environ 2 800 $ à un distributeur automatique à l'intérieur de la station MTR de Causeway Bay à Hong Kong, le 10 novembre. Les caméras de vidéosurveillance ont confirmé qu'il s'agissait d'Annie, mais les enquêteurs ont trouvé étrange qu'elle ait fait 2 retraits séparés. Sa famille a précisé qu'elle n'avait pas l'air anxieuse ou effrayée sur les images et qu'elle a envoyé son dernier message 8 heures après. Et depuis, son téléphone est injoignable et ses déplacements après les retraits restent inconnus. Il convient de noter que la somme d'argent qu'elle a retirée n'est pas très élevée en dollars de Hong Kong. Et les enquêteurs ont déclaré qu'elle aurait du mal à s'en sortir si elle n'avait pas accès à d'autres fonds. Par conséquent, ils ne pensent pas qu'elle ait disparu de son propre gré, bien qu'aucune preuve d'acte criminel n'ait été trouvée. Cependant, son affaire a été requalifiée en enquête criminelle. Ces journaux de voyage ont été découverts au Canada et selon la police, ils contenaient des écrits indiquant qu'Annie avait peur de quelque chose et qu'elle avait l'intention de voyager dans d'autres régions que celles prévues dans son itinéraire. Il a ensuite été révélé qu'à Pékin, avec 2 collègues, Annie s'est soudainement séparée d'eux pour voyager à Hong Kong. Il a donc été supposé qu'Annie avait choisi de commencer une nouvelle vie ailleurs ou avait été victime d'un crime. Aucun indice supplémentaire n'a été trouvé et toute personne disposant d'informations supplémentaires est prié de contacter l'unité des personnes disparues du service de police de Toronto au 416 887 1411 ou de transmettre un renseignement à échec au crime en appelant le 1-800 222 8000 477. Numéro 2, 20. Patrick Lipinski, âgé de 21 ans, est porté disparu depuis septembre 2021. Originaire de Badgate, West Lothian, en Écosse, il n'a plus eu de contact avec sa famille ou ses amis depuis. Ce qui inquiète surtout dans le cas de Patrick, c'est que son véhicule a été retrouvé abandonné et on ignore s'il l'a laissé là lui-même ou si quelqu'un d'autre l'y a conduit. Sa famille a déclaré à la police que Patrick avait quitté son domicile le 4 septembre de cette année-là et qu'il voyageait à bord de sa Hyundai i20 rouge, immatriculée S810 KNM. Il a quitté la maison sans informer qui que ce soit de ses projets ni de sa destination. Il était donc attendu qu'il revienne le même jour. N'étant pas rentré le lendemain, il a été déclaré disparu et la police a commencé à rechercher des indices sur sa localisation. Ils ont pu trouver des images de vidéosurveillance montrant Patrick dans une station-service à Grangemouth, Falkirk. Il est entré dans la boutique de la station et les images le montrent en sortant, masque sur le visage. C'était la dernière fois qu'il a été vu. Sa famille est désespérée de comprendre ce qui s'est passé ensuite. La police pense qu'il est ensuite parti en voiture vers les Highlands écossais. Ils ont déclaré qu'il a emprunté les routes M90, A425 et A422 en se rendant là-bas. Le 5 décembre, sa Hyundai a été retrouvée abandonnée sur une aire de retournement de l'A82 près de Ballachulish. Il a parcouru plus de 160 km pour s'y rendre, et les enquêteurs ne comprennent pas pourquoi il aurait fait tout ce chemin juste pour laisser sa voiture sur le bord de la route. La zone a été entièrement fouillée, sans aucune trace de Patrick ni indice sur sa destination. Les équipes de secours en montagne, la garde côtière et les pompiers ont tous participé à la recherche désespérée, mais sans succès. Le 7 septembre, les images de vidéosurveillance de la station-service ont été diffusées au public dans l'espoir que quelqu'un ait vu Patrick. Mais personne ne s'est manifesté avec de nouvelles informations ou d'éventuels témoignages. Les autorités ont demandé à ceux qui circulaient dans ces zones ce jour-là de vérifier leurs caméras embarquées pour y chercher Patrick, sans résultat. Sur les images, on le voit vêtu d'une veste bleue avec un logo imprimé sur le devant d'un jean bleu et de chaussures Adidas. Il est décrit comme mesurant 1,88 m, de corpulence mince et ayant les cheveux blonds. Et bien qu'on pense qu'il est fini à Ballachulish, aucun signalement le concernant n'a été rapporté là-bas depuis et cela n'a jamais été confirmé. Toute personne ayant des informations sur la localisation de Patrick est priée d'appeler le 101 en mentionnant l'incident 0 799 du 5 septembre, numéro 1. Certaines disparitions sont si ambiguës qu'on doute qu'elles soient un jour élucidées. Dans le cas de la disparition de Jeffrey Lee, âgé de 33 ans, certains faits sont établis.
Mais ils n'ont fait qu'accroître l'inquiétude puisqu'on sait qu'il a été enlevé en 2021. Jeffrey, originaire de Vancouver en Colombie-Britannique, au Canada, a rendu visite à sa petite amie dans son appartement juste avant sa disparition et n'a eu aucun contact depuis. Des images de vidéosurveillance rendues publiques ont éclairé ses derniers déplacements connus. On voit Jeffrey entrer dans un immeuble de grande hauteur à Oak Ridge le 23 septembre. Et il a ensuite été confirmé qu'il s'y était rendu pour retrouver des amis et collègues. On sait aussi qu'il est resté jusqu'à environ 4h du matin, car on le voit quitter les lieux sur les images à ce moment-là. On pense qu'il s'est ensuite dirigé vers son véhicule, un BMW X5 SUV qu'il avait garé près de West 41 Avenue et les Elizabeth Street. Mais dès son retour à la voiture, la police pense qu'il a été enlevé par des inconnus et qu'il lui est arrivé un malheur. On pense que l'enlèvement a eu lieu alors qu'il entrait dans son véhicule, retrouvé à l'endroit où il l'avait garé après le signalement de sa disparition. La voiture a été retrouvée portière conducteur ouverte, suggérant qu'il a été interrompu alors qu'il s'apprêtait à partir. Habituellement, lorsqu'une personne est enlevée, ce n'est qu'une question de temps avant qu'une demande de rançon ne soit faite. Mais dans le cas de Jeffrey, cela n'est jamais arrivé. Sur les images, il semble détendu et calme, ce qui amène les enquêteurs à penser qu'il ne s'attendait à aucun danger en sortant du bâtiment. On l'a vu avec un sweat à capuche sombre, un short noir, des tongs et un sac bandoulière gris. On voit aussi que ses cheveux étaient coupés courts et qu'il avait de la barbe naissante sur le visage, bien qu'il portait également un masque noir sur la bouche. Aucune demande de rançon n'ayant été faite, on ignore si l'enlèvement était prémédité ou si les coupables ont simplement croisé Jeffrey alors qu'il montait dans sa voiture. La police reste convaincue que quelqu'un dans la région sait quelque chose ou a forcément été témoin de quelque chose ce matin-là. Et ils ont répété à plusieurs reprises leur appel à toute personne disposant d'informations supplémentaires de se manifester, mais sans succès. On pense qu'il a joué à des jeux d'argent dans le bâtiment, ce qui pourrait être un mobile. Si Jeffrey avait gagné beaucoup d'argent, il aurait pu attirer des voleurs, mais ce n'est qu'une théorie. Un porte-parole de la police a indiqué qu'une grande quantité de preuves a été collectée et qu'il pensait résoudre l'affaire rapidement, mais elle est désormais au point mort. Si vous avez vu Jeffrey ce matin-là, ou si vous avez des informations qui pourraient mener à sa localisation ou à l'arrestation des personnes responsables de son enlèvement, vous êtes prié de contacter la section des crimes majeurs de la police de Vancouver au 604 717 254. Un merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour rester informé de toutes nos prochaines vidéos. Mais je m'appelle Top 5 Unknowns et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.